Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 12 avril 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour une émission dans laquelle on va repasser sur l'actualité et ensuite on va s'attaquer à la partie technique dans laquelle on va se poser la question, est-ce que oui ou non les bulles ont gagné? Est-ce qu'on a encore raison d'être bear? Et qu'est-ce qui ferait justement qu'on peut rester bear ou qu'on peut rester bull? C'est très important de pouvoir comprendre ça et vous allez voir qu'il y a des indications très fortes et je répondrai, et je terminerai plutôt par ça, par une réponse à une question que j'ai eue en commentaire, comme quoi le mouvement en lui-même est porté uniquement par le BTC, donc les altcoins sont dans les chaussettes, donc forcément on ne peut pas être bull, et justement on va essayer de comprendre pourquoi c'est faux et où est-ce qu'on peut aller. On commence tout de suite par l'actualité avec une actualité qui a été postée par Goku, donc je vous invite en plus à suivre ce compte donc dans lequel il y a toujours sur Twitter des actualités, vous avez beaucoup d'infos, donc toujours de bonne qualité, et derrière nous avons une étude de Glassnode qui nous donne une estimation sur les Ethers vendus. Glassnode, si vous ne connaissez pas, c'est un outil on-chain spécialisé vraiment dans l'étude on-chain de l'ensemble des blockchains. Donc c'est plutôt un très bon outil, un très bon consensus d'analyse, et à côté il nous parle justement de 170 000 Ethers qui pourraient potentiellement être vendus suite à Shanghai. On va avoir une libération d'Ether et une vente d'Ether. La question est de savoir si oui ou non on va avoir une grosse vente ou pas. Je vous ai déjà fait une vidéo la semaine dernière sur ça, mais pour aller très vite, voici ma position. Dans tous les cas, 170 000 Ethers, c'est très faible par rapport au marché. C'est même pas sûr qu'on ait 170 000 Ethers qui soient vendus, et pour moi j'ai tendance à considérer plus ça non pas comme une potentielle vente, oui il y aura une chute parce que dans tous les cas on se retrouve dans la schématique de buy the rumor, sell the news, donc on aura forcément une prise de profit forte au niveau d'Ethereum suite à cette release, mais ça n'empêche que on a surtout la possibilité de pouvoir retirer des Ethers sans passer par une pool de liquidité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs se disent, bon bah ok, je peux investir dans Ethereum en stackant, en gagnant un rendement, avec une valorisation de l'Ethereum en plus, mais à côté, j'ai pas à me poser la question, est-ce que je vais être capable de retirer ou pas mes fonds avec un ratio de 1 pour 1 qui ne sera pas conservé? Parce que la pool de liquidité, par exemple, si on avait du STETH, donc qui est l'ETH stacké sur Lido, donc qui est liquide, qu'on peut vendre et acheter si on le souhaite, mais on est justement lié au cours de la pool de liquidité pour pouvoir faire cet échange-là. Donc au cours de la paire STETH, ETH. Là, ce ne sera plus le cas, donc forcément, on va avoir des investisseurs qui vont se tourner dessus et se poser la question. Après, on va pas se leurrer, tant qu'on a les T-bills qui sont toujours dans les alentours de 3,5, 4,5, 5 au niveau du yielding, bon, pas forcément d'intérêt à aller à Ethereum, à part la valorisation pure d'Ethereum, donc ça mettra du temps, mais en tout cas, c'est positif et c'est ce que l'on attend. Et à côté, on se retrouve sur quand même une communication américaine qui est très forte, avec derrière justement la secrétaire d'État au Trésor, donc Yellen, qui nous dit que l'économie se porte excessivement bien, sauf qu'on a des communications de l'ensemble des banques qui nous disent que la liquidité, la crise de liquidité n'est pas encore passée et que ça risque de s'emballer un petit peu, surtout s'il y a une augmentation des taux. Donc là, on a quand même toujours cette dichotomie très forte que l'on retrouve, et on sait que on va avoir aujourd'hui le taux d'inflation. C'est attendu à 5,2, alors que précédemment c'était à 6, donc une grosse descente, mais que dans tous les cas, on sait que en mars, oui, on peut avoir une chute. Par contre, on sait que en avril, donc on aura une augmentation. Pourquoi? Parce que l'analyse d'hier sur l'augmentation des taux énergétiques nous montre bien, donc c'est quelque chose que vous pouvez retrouver ici, hein, perspective de l'énergie à court terme. Ici, vous avez le rapport qui est disponible, donc je vous invite à le lire, et qui nous explique globalement que en avril, on risque d'avoir une augmentation de l'énergie, donc forcément derrière une augmentation de l'inflation. Donc cette chute n'est que temporaire, et derrière le marché peut se retourner. C'est-à-dire que oui, on peut avoir une confirmation ici, quelque chose qui est plutôt bullish, avec derrière un FOMC, donc il va falloir surveiller exactement comment cette réunion, en tout cas ce compte rendu va être formulé, donc ça va être très important de pouvoir bien le lire et de l'analyser, mais pour moi, en avril, on risque d'avoir une petite claque qui va arriver, donc plutôt en mai, donc forcément un mois après, une petite claque au niveau de l'inflation qui va nous réveiller, il va falloir bien le prendre en considération.
au niveau de la macroéconomie. Au niveau des cryptos, à côté, on se retrouve avec la SEC, pour rappel, qui avait demandé une augmentation de leur budget de 4 milliards de dollars, quelque chose comme ça, qui est en train d'augmenter la capacité de ces brigades, justement, crypto et cyber-unit. D'accord, clairement, pour pouvoir lutter contre toutes les dérives qui peuvent se passer, notamment au niveau des crypto-monnaies et de tout ce qui s'ensuit. On sait que notre ami Gary, qui est à la tête de la SEC, en veut grandement aux cryptos et n'a pas besoin d'avoir un framework, veut appliquer forcément la loi des securities sur les cryptos, à voir si ça va être fait comme ça ou si justement on va avoir le framework qui est en préparation depuis très longtemps qui va ressortir. On va terminer sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique, mais avant un petit mot de notre sponsor Bybit, dans lequel vous pouvez retrouver du spot, du produit dérivé, du earning, des options et un échange décentralisé au sein d'un échange centralisé, ce qui est quand même une nouveauté. Faites très attention parce que même si c'est un exchange que j'utilise régulièrement, les produits dérivés dans lesquels vous pouvez perdre quand même beaucoup. Donc toujours, ne misez pas ce que vous ne pouvez pas perdre. Faites très attention justement à votre capital, parce que sans votre capital, vous ne pouvez pas progresser, donc faites très attention. Avec le lien en description, vous avez moins 10% sur les frais, et vous avez 30 000 $ d'apport pour votre premier dépôt en fonction de votre premier dépôt. On attaque la partie technique dans laquelle nous sommes sur le graphique du CME en daily journalier. Juste rapidement pour vous donner bien cette ici divergence baissière qui est présente, que l'on a déjà depuis février 2023, depuis la fin de cette première grosse accélération. On a bien eu le Golden Cross qui s'est effectué au niveau des EMA, et ensuite on a la target pour nous qui est en train de se fixer 34-35, qui est ce gap là, qui serait justement un retest de du premier arrêt de cette chute que l'on a eu au niveau du BTC sur l'année 2022. Et quand on regarde bien, on a justement cassé le niveau 236 du retracement de cette chute effective. Donc forcément, le prochain arrêt, c'est 382, 36 000. Donc on a bien ici une convergence des éléments qui se trouvent ici pour une continuité haussière, en tout cas court terme, avant d'avoir potentiellement ici un retracement. Pour moi, le retracement serait plus soit sur une chasse des 382, donc 36 000, soit aller beaucoup plus haut et aller chercher justement le 0,5 des 42 000 $. La question, ça va être pourquoi. Quand on regarde la totalité donc du marché pour récupérer le volume, là j'ai fait un volume profile pour voir exactement où se situent les principaux blocs de volume. On voit qu'on est en train de travailler un bloc réel, et on voit que le gap ici à combler au niveau du volume se trouve bien dans les 36 000, donc on risque d'avoir quelque chose qui risque justement d'aller très vite chercher cette zone-là, étant donné qu'on a très peu de volume, donc très peu de résistance, très peu justement de blocage de personnes qui vont défendre leur position, et on voit que le prochain arrêt se trouve vraiment à 38 000. Et quand on regarde un petit peu plus haut, on voit le second bloc qui se trouve justement dans les 42 000. Donc on a bien ces appels de prix, toujours dans ces zones-là, avec la rupture que l'on a eue. Autre élément important, c'est quand on zoome un petit peu sur l'utilisation justement de ce retracement Fibonacci sur ce mouvement d'action haussier, on voit qu'on a bien ici eu une première accélération qui nous a donné le point d'arrêt, retracement 236, et ensuite continuité haussière. D'accord, donc on va remonter, hop, maintenant notre retracement Fibonacci, mais on voit qu'on a bien retesté le 236 ici, ce qui est tout à fait sain, et ce qu'on pourrait même considérer ici, c'est qu'on a eu une pattern réellement de consolidation très forte avant d'avoir une compression et une accélération haussière. C'est quelque chose que l'on retrouve régulièrement et qui est un petit peu cohérent par rapport au fonctionnement du BTC. Court terme, maintenant, on est en 1 heure sur cette accélération haussière que l'on a eue. On voit que on a la mise en place d'une pattern de consolidation, on a une prise de liquidité ici, haussière, puis baissière, et on voit qu'on est allé chercher les liquidités basses. Quand on regarde justement ce qui est en train de se passer au niveau de l'order flow, on a le CVD spot qui est bien en haut et qui est en cours de consolidation, CVD perp qui est aussi en cours de consolidation. Donc pour moi, on n'est pas forcément dans une distribution, en tout cas il n'y a pas de signe. On voit les long short des top traders qui sont toujours ici en forme de consolidation aussi. Donc pour moi, on est plus réellement dans une zone de consolidation du cours, parce que tous les éléments de l'order flow nous disent qu'ils sont en cours de consolidation aussi, d'accord. L'autre élément à prendre en considération, c'est que nous avons les long shorts de la totalité des comptes de Binance qui sont passés
ici réellement donc en short, hein, donc ça veut dire que la majorité des positions sur Binance essaient de shorter cette zone-là, ce qui est plutôt positif. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qui est en train de se passer, quand on est dans une accélération comme ça, bah, ça veut dire que quand on va pousser, on va essayer d'aller chasser les stops qui sont au-dessus. Et forcément, quand on est en short, donc ça veut dire qu'on a une position de vente à découverte, on va avoir un stop loss qui va être au-dessus, et ce stop loss c'est quoi? C'est quelque chose qui vous empêche justement de perdre trop, mais qui est un ordre inversé à l'ordre actuel. Donc si vous êtes en vente à découvert, ça sous-entend que votre stop loss ici sera un ordre d'achat, donc forcément fera monter le prix. D'accord? Donc plus on va déclencher de stop, plus on va accélérer à la hausse. C'est le principe d'un short squeeze, qu'on appelle régulièrement un short squeeze, et ce qui nous donne des grosses bougies. C'est un petit peu ce que l'on a eu ici, avec la rupture que l'on a eu de cette zone-là, a entraîné la continuité avec une très grosse accélération pour aller chasser les stops, et c'est un petit peu cette chasse de liquidité qui nous nourrit. Donc le fait de voir ici un pourcentage élevé en short nous donne l'idée que potentiellement on peut aller chasser en haut les différents stops. Par contre, il faut se poser la question, ok, peut-être que j'ai des stops à aller chercher, mais est-ce que la densité du marché est suffisamment importante pour pouvoir arrêter le cours, ou est-ce qu'il n'y a pas de densité, et donc le cours peut se déplacer sans avoir un gros mouvement pour pouvoir le faire. Au niveau du Deep Off Market, bah, qu'est-ce que l'on voit? On voit que cette zone-là est totalement vide. On va prendre justement la petite souris ici, on va pouvoir montrer, ici on voit bien qu'on a un ordre ici, un ordre là, mais c'est relativement vide, et quand on va chercher justement jusqu'au 36 000, 38 000, on voit qu'on a un ordre ici, un ordre là, mais c'est relativement faible, donc ça veut dire que ici, il y a très peu d'ordres pour pouvoir arrêter ce mouvement de prix, alors que potentiellement, ici en achat, on voit qu'on a beaucoup d'ordres avec deux gros blocs qui sont pris en considération, 1 et 2 qui se trouvent là. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que le mouvement haussier va demander beaucoup moins de force au cours pour pouvoir progresser, alors que le mouvement baissier va demander beaucoup plus de force, étant donné qu'on a des ordres et moins de liquidation qui se trouvent dans ces zones-là. Donc toujours très important d'aller vérifier justement cette notion d'order flow et le corréler avec ici les liquidités et le Deep Off Market pour pouvoir comprendre l'état du marché. Court terme, très court terme, 30 minutes pour regarder très vite, hein, on va pas s'attarder dessus, on n'a pas encore de pattern qui est en train de se mettre en place, bien qu'on pourrait avoir un BC, AR, ST, SO, donc la possibilité d'une mise en place d'une distribution, mais on est quand même relativement loin, on a une prise de liquidité en attente à 29 800, et pour moi on a une autre zone de liquidité avec de l'imbalance qui se trouve là, qui serait sur les 29 300, donc potentiellement ici une chute effective. Dans tous les cas, il va falloir patienter les nouvelles macroéconomiques qui vont arriver, hein. Forcément on va avoir un impact très fort, 14h30, 20h à garder en tête pour cette journée, et je terminerai sur cette notion de dominance où on est bien en train ici de taper, hop, on va retirer ça, la dominance supérieure qui généralement nous donne un go ici pour un reversal du BTC avec la mise en place d'un alt season. Donc forcément on a drainé la liquidité BTC, la liquidité se déplace vers les différents altcoins et on travaille le prix ici, donc avec justement les altcoins qui poussent. D'où la notion du commentaire que j'ai eu, qui me disait que quand on a les alts qui sont dans les chaussettes, ce n'est pas le début d'un bull run. Bah, quand on comprend un petit peu et qu'on regarde ce qui s'est passé, on avait ici une dominance du BTC qui est en train de chuter, donc quelque chose qui avait poussé énormément, et ensuite, derrière, on a eu la totalité des altcoins qui ont poussé à côté, qui ont entraîné justement cette chute de la dominance. C'est ici la total market cap, donc qui représente la totalité du market cap, hop, on va vous le mettre, totalité du market cap, en excluant justement le BTC Total 2 que vous pouvez retrouver, et on voit quoi? Bah, on voit que justement, c'est logique, quand on a une augmentation ici structurelle du BTC, on va avoir après derrière une diminution de la dominance, parce qu'on va avoir un transfert des liquidités qui va s'effectuer dans les altcoins, c'est ce que l'on a toujours connu, donc c'est ce que l'on peut escompter, même si on sait qu'une performance antérieure, on ne peut pas considérer que ce sera la performance future, on le sait très bien, mais ça n'empêche que quand on arrive dans cette zone-là, on a tendance à considérer qu'on va certainement aller se diriger vers des altcoins, et on risque d'avoir justement une envolée du total market cap 3, donc la totalité du market cap, sans le BTC, sans l'Ethereum, et certainement avec l'Ethereum qui risque de pousser, voire peut-être ralentir un petit peu avec Shanghai, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ce ne sera que temporaire.